sommes place de la Nation, fin de manif des Gilets jaunes. Nous sommes avec François. La vidéo, on va l'appeler François côté artiste. Oui, côté artiste, oui. Hein, c'est bien tous, ça. non, mais une personnalité. Oh, je viens de voir des trucs, elle était costaud oui, quand même. Une personnalité, c'est global, c'est quelque chose de global. Donc le côté artiste, c'est vrai qu'on travaille, des fois, on développe des particularités, des capacités dans une direction. Oh, mais t'es pas costaud, au maximum, mais disons que moi je t'écoute. Moi, je disais que je m'intéressais donc au squat d'artistes, à l'expérimentation, tout ça. Et bon, c'était verbal ce que j'avais dit, c'était de la verbalisation, mais là concrètement, bon, je fais des choses un peu comme ça. Donc j'avais dit que je travaillais au stylo B. C'est vrai que c'est un travail en urgence en général, donc voilà. Alors je présente un petit peu ce que je fais. C'est bon, c'est en fait des plans de, c'est un petit peu des plans de, pour faire éventuellement des grands tableaux. Alors bon, le format n'est pas indiqué. Là, le format, vous le voyez, par rapport à ma main, l'échelle est claire. Mais ça, éventuellement, je pourrais le faire sur des très grands formats. Et je travaille en fait souvent l'hybridation, alors tous azimuts, c'est-à-dire homme-animal, et en même temps une hybridation technologique, c'est-à-dire un mélange de tout un tas de choses. En fait, mon environnement, c'est un peu les comics. Ah, l'environnement des comics, donc l'environnement des mutants, de l'hybridation, de la science comme ça, un peu et souvent, on dit que c'est le cerveau qui est relié à la main aussi. Ouais, hein. Les cerveaux, alors donc la main... Toi, t'as un drôle de cerveau aussi, voilà, hein, donc t'es costaud. Hein. Oui, donc je fais un peu... Moi, je t'ai écouté dans la semaine, là, t'as vu que je t'avais envoyé tes deux vidéos, là t'as vu que j'ai envoyé tes petites vidéos. Hein. Ah oui, oui. Ouais, donc, tu connais un rayon quand même. Hein. Donc en vrac, hein. Donc moi, je suis assez spontané, tu vois, bon, pour situer un peu le personnage graphique que j'avais décrit, tu vois, donc... il n'y a pas vraiment de sens, alors ça peut se lire comme ça, ça peut se lire comme ça. Donc en fait, c'est une sorte de métaphysique, alors à minima, c'est-à-dire le stylo B, hein, vraiment, c'est... Le stylo B, c'est ce qui permet de travailler rapidement. Et un jet comme ça, pulsionnel, on va dire, d'identité graphique. Et en même temps, c'est une vision, c'est-à-dire que c'est une préparation. Moi, je suis toujours en devenir, enfin, je parle souvent d'avenir en devenir. Et bien, l'œuvre en devenir, c'est-à-dire on mentalise l'œuvre jusqu'au moment où on sera en capacité de projeter ça dans un gros contexte de type atelier avec des très grands formats, 3 sur 4, tu vois. Ça, tu peux le refaire sur un gros format. Ah ouais. Oui, bien sûr, j'en ai déjà fait. Mais moi, le vrai artiste, moi je connaissais Arnaud Rabier No Art. Oui, tu l'as jamais... connais pas. Si, mais... Ah oui, oui. Tu l'as vu la vidéo L'art à la rue? J'ai vu, mon expulsion là. Est-ce que tu l'as vu, mon expulsion? Oui, j'ai vu. Et t'as vu les tableaux? Ouais, très intéressant. Il y a des trucs qui ressemblent un peu à toi. J'ai vu qu'il y avait des choses très intéressantes. Il y a des trucs qui ressemblent un peu. Voilà. Non, mais c'est un état d'esprit que je connais. Arnaud Rabier, voilà. Donc là, il y a ça. Ah, ça, tu l'as vu, mon expulsion alors? Oui, je l'ai vu. C'était des œuvres, tu as des pièces très intéressantes. Voilà, c'est ça. Donc voilà, bon là, je travaille un petit peu l'hybridation homme-animal. Moi, c'est un peu de la mythologie grecque, moitié égyptienne, tu vois. Donc en fait, c'est l'animalité, l'humanité et en même temps, on va dire la transhumanité avant l'heure. Il faut savoir que tous les comics, les thématiques comics gravitaient autour des concepts transhumains. Mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire il y a un aspect ludique. Donc voilà, donc les corps, les mélanges technicistes, biologique, tout ça, c'est voilà, donc il y a des éléments, donc les éléments d'anatomie pour moi c'est très important, donc il y a des éléments d'objets, des objets comme ça. Souvent, je te coupe, souvent il y a des artistes, ils arrivent à faire ça sur une petite feuille, oui. Mais quand tu leur dis de mettre ça sur un grand format, non, mais moi, et Arnaud Rabier, lui, il te fait ça comme toi, mais après, d'abord il se fait son croquis, et après ils peuvent te faire ça en grand format. Moi, justement, j'ai un appel, c'est-à-dire que l'appel du grand format, tu le vois sur un petit format. Quelque chose qui, en apparence, sur un petit format, donne l'apparence d'un grand format, déjà c'est déjà positif. Ça donne l'apparence d'un grand format. C'est ça. Tu vois, si je mets pas mon doigt là, ça vous donne un état des lieux de l'échelle, évidemment. Mais ça, en fait, donc là, évidemment, le stylo ne permet pas un travail chromatique. C'est-à-dire un travail en matière, le stylo, évidemment. Donc en fait, en grand format, bon, linéairement parlant, en termes de graphie, ce serait, disons, similaire en termes de thématique. Mais évidemment, j'introduis des éléments graphiques, picturales. C'est-à-dire je travaille la peinture aussi. Là, il n'y a pas de peinture. Voilà, c'est ça. Je travaille le jet direct. Le jet direct sans... avec ton chapeau là. Oui, alors donc là, oui, bon, alors moi je parlais des... Oui, souvent il y a des thématiques, je parlais de... Ah bah ça, No Art, il a déjà fait des trucs comme ça. Donc tu vois, je parlais souvent de Jean-Michel Basquiat, tu vois, le Factory, Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat. Voilà, ouais. C'est-à-dire, j'ai souvenir d'avoir dit que j'étais nostalgique d'une période que j'ai pas connue. Tu vois, la période expérimentale, The Factory, donc c'est le Bronx et c'est aussi toutes les friches industrielles. Lors de l'effondrement du mur de Berlin, il y avait des friches industrielles.
qui ont donné lieu à des expérimentations très très intéressantes. Il y avait Kettering. Alors Kettering, c'est autre chose, il est venu en France, le Sud-Américain. Lui, il expérimentait dans le métro de New York. Oui, évidemment. Le street art, c'est expérimental, évidemment. Donc Kettering, évidemment, c'est cette génération-là des années 80 que je n'ai... Enfin, moi, je suis des années 80 aussi, mais j'ai pas connu ça in vivo, on va dire, in situ. Hein, j'ai toujours suivi ça en décalage. Il y a aussi le nouveau réalisme berlinois aussi. Ah, voilà, les nouveaux réalistes Salomé ou d'autres peintres qui étaient dans la mouvance des squats. Bon, je peux en citer d'autres. Hein. Harald Penck, Baselitz aussi, qui travaille le brut, l'aspect brut. Donc là, tu vois, thématiquement parlant, Bronx. Voilà, c'est toujours la nostalgie des lieux en perdition, des lieux comme ça qui sont réinvestis par une nouvelle réalité créatrice. C'est ça qui m'intéresse. Donner de la vie à quelque chose pulsionnellement parlant et lui donner une nouvelle réalité et une nouvelle une nouvelle vie en fait, une nouvelle vie au lieu. Donc, alors attendu un peu, alors attendu la mamie, il y avait le bus. Voilà, là on est dans le mélange animalité, mécanicisme, tu vois, mécanique, donc il y a des éléments organiques, il y a des éléments aussi mécaniques, et tout ça c'est mélangé. Une espèce une algorithmique en fait. Et ça, pour faire un dessin comme ça, tu le mets combien de temps? Très rapidement, parce que moi je suis très spontané. C'est pulsionnel. C'est pulsionnel, donc moi ça peut pas durer très longtemps. Moi c'est très rapide. C'est très rapide. Il y a des mécanismes aussi, des automatismes. Il y a des éléments que j'ai intégrés que je décline. Si j'étais le petit-fils de Bernard Arnault, je t'aurais acheté une œuvre. Hein. Ah oui, mais ça... Il y a eu une époque, j'ai gagné un peu mieux ma vie, maintenant, bon bah... Écoute, moi, c'est pas une question de vente, c'est une question d'énergie pure. Non, mais parce que moi, je ressens quelque chose. On voit qu'il y a du travail, oui, tu comprends? Donc moi, il y a un passé derrière tout ça. Tu vois, voilà, il y a une passé, moi, il n'y a pas des gens des fois qui disent moi ça me fait pas peur, mais il y a des gens que ça peut faire peur. Oui, non, mais moi, déjà dit, non écoute, moi je travaille l'hybridation. L'hybridation, c'est le saut dans l'inconnu. Hein. La transhumanité, je l'ai travaillé bien avant qu'on en parle. De toute manière, notre génération a été conditionnée à transhumanité. Ça veut dire quoi? L'homme deviendra une femme? Non, mais il faut savoir que les comics... Qu'est-ce que tu dis, toi? Non, mais les comics ont travaillé les concepts transhumains bien avant que ce soit sur les réseaux sociaux. Et ça va finir comment? C'est quoi l'histoire? Les hommes, les non, femmes, mais les je veux dire que, par exemple, l'homme araignée, tu vois, ou Serval, tu vois, tout ça, les mutants, tout ça, c'est de la transhumanité. C'est-à-dire que c'est du mélange des ADN de plusieurs espèces en apparence incompatibles. Alors moi, j'ai pas dit que j'étais pour la transhumanité, non. Je constate que les comics ont travaillé les concepts transhumains. Bien avant de le savoir. Je ne savais pas à l'époque. Hein. Quand tu as acheté, par exemple, une bande dessinée, l'araignée, tu vois, Spider-Man, l'araignée, quand tu as acheté ça tous les mois, tu ne savais pas que c'était du concept transhumain qui était travaillé de manière subtile. Quand tu es un gosse et que tu attends ton comics tous les mois qui sort, bon, tu attends avec impatience, tu intègres des éléments graphiques sans même savoir la nature réelle de la chose. Tu connais Anki Bilal? Oui, bien évidemment. Anki Bilal, t'aimes bien? Donc oui, c'est pas mal, c'est tout à fait... Anki Bilal. Oui, bien sûr, je connais. Bien sûr, donc... ça, voilà, c'est pas mal aussi, ça. Bon, là, il y a des... Ça, on peut le voir dans plusieurs sens, hein? Oui, il y a plusieurs sens. Voilà, oui, je l'ai vu dans l'autre sens, donc, moi. le sens peut être déterminé par le visage. Ouais, un archétype de sens, le visage. Donc, mais bon, ça peut être une sorte de vaisseau spatial, tu vois, il y a des éléments... Voilà, donc ça, c'est des éléments... Ça peut continuer encore, hein, tu vois. Et en fait, je travaille beaucoup la matière aussi, attention. Ben là, le médium, c'est juste le stylo bille sur une feuille plus ou moins lisse, ça, avec une très faible granulosité. Donc le médium, c'est quoi? C'est le stylo avec des couleurs différentes. Donc. Mais le stylo, c'est quelque chose de très solide. Hein. T'as une marque préférée, toi? Hein? Tu prends n'importe quoi comme stylo, t'as une marque préférée? Non, le Bic ou... Non, mais je vais pas donner de Bic là parce que tu vas te censurer si je donne une marque. Non, tu t'en fous. Non, mais bon, peu importe, les stylos, quels qu'ils soient, de bonne qualité. L'encre du stylo est de bonne qualité. Je pense que ça a une bonne résistance à la lumière. Mais je ne l'ai pas vraiment testé, mais parce souvent... que là, moi je la vois, ça fait de plus en plus nuit, mais on voit mais quand même... ça a une bonne résistance à la lumière, donc, oui, voilà, donc... Là, vous êtes plus loin, vous, mais... Donc, vous je ne sais pas ce que ça peut, mais je pense que c'est une bonne qualité, oui, voilà. Je fais 2 films, hein. Donc, oui, aussi. Évidemment, donc... Bon, bah, voilà. Merci les amis pour les pouces.
Voilà, donc, qu'est-ce que je peux... Attends, il y en a d'autres, là. Bon, on l'a pas vu, celui-là? Oui, je l'ai pas vu. Non, mais il y en a quelques-uns, donc là. Avec le rouge, là, moi j'aime bien. Donc là, il y en a qui vont dire c'est saignant, mais moi j'aime bien. Donc là, voilà, là, encore les histoires d'hybridation homme-animal et machinerie. Il a des cornes, celui-là. Des machineries, oui, il a plusieurs cornes. Là. Il y en a 4. Il y a une métaphysique aussi là-dedans. L'hybridation, c'est un peu... Il y a un côté sulfureux dans l'hybridation. Donc voilà, quoi. Mais bon, ça fait partie d'une humanité en devenir, hein, évidemment. Donc, une humanité en devenir. Bah oui, une humanité ou une humanité. C'est ça, inhumanité. Quand on est graphiste, on ne se pose pas ce genre de questions. On est un grand enfant quelque part. Le graphiste est un grand enfant. Tu parlais comment ça tombe et on est sous l'abribus, mais alors je ne dis pas ça tombe. Tu connaissais Popeye? Oui, Popeye, oui, c'est intéressant ce qu'il fait. C'est un très bon street artiste. Voilà, il est très très bien. Non, c'est très bien. Ah, lui, j'ai un tableau de lui. C'est un peu ma génération aussi, voilà, mais Popeye, bon, non, lui c'est très intéressant, mais lui c'est de la peinture en grand format. Oui, il fait des petits trucs aussi, non, il fait des petits trucs et puis il fait comme toi en fait. Mais il faut aussi des petits. Voilà, mais toi de toute façon, toi c'est au fond de toi. Je veux dire, c'est comme eux. Même si tu vends pas, tu vas le faire quand même parce que ça. Non, mais c'est pulsionnel, donc ça, on voilà. le fait naturellement. C'est-à-dire que c'est un imaginaire, c'est-à-dire que moi je suis de l'époque où il n'y avait pas vraiment le culte de l'image, tu vois. On allait au cinéma de temps en temps, mais bon, on a l'impression que je parle d'une époque Cro-Magnon ou des cavernes, l'Antiquité grecque. Non. J'étais habitué, je me suis habitué à... Parce qu'enfin, pendant une période donnée, mes parents m'ont interdit la télévision parce que j'étais assez chronophage et j'avais des résultats scolaires qui étaient en baisse à cause de la télévision. Ah ouais. Donc du coup, on m'a interdit. Et moi, finalement, quand on m'a interdit la télévision, j'ai créé mes propres images. Ah ouais. C'est-à-dire que j'ai fabriqué mon écran et j'ai été tellement vite à fabriquer mes écrans, des écrans virtuels, mais qui bougeaient mentalement, psychiquement. Tu vois que, en fait, c'est pour ça que j'ai acquis des techniques citées. C'est-à-dire que j'ai fabriqué et refabriqué mes écrans. Sinon, si on m'avait pas interdit la télé, j'aurais peut-être pas dessiné. En fait, parce que j'aurais cherché mes images directement du prêt-à-penser et du prêt à concevoir directement et sans passer par mon médium mental et mon alchimie personnelle. Mais toi, est-ce que tu aimerais être dans une grande galerie du Faubourg Saint-Germain Ah non, à mon stade, non. Ah voilà. À mon stade, pourquoi pas? Pourquoi pas, mais franchement... Après, on te demanderait de produire. Quand t'es jeune, non, mais quand t'es jeune, t'as tout un tas de lubies, tout un tas de volontés. De rêves, voilà, c'est ça de chimère. Et des rêves. C'est-à-dire que quand tu construis ton passé, quand tu construis ton avenir, quand t'es jeune, tu te projettes pas mal, tu fantasmes pas mal et tout, mais à partir d'une certaine expérience, tu te prends plus la tête. C'est ça. Tu fais des choses telles qu'elles sont, en soi, arrêtées dans le temps ou en projection, mais peu importe. Il faut vivre l'instant. C'est ça. Si tu as envie de le faire... Par exemple, si j'ai envie, je rentre dans une friche industrielle ou un endroit totalement désaffecté. J'ai du matériel. Tu as fait des murs déjà. Oui, moi j'ai fait des choses. Moi ce que je veux, c'est l'instant de l'acte en soi. La pureté de l'acte en soi, c'est ça qui compte. Tu fais une photo, alors ce qui va rester sur ta mémoire, en termes de mémoire, en termes de trame mémorielle, ce qui va rester, c'est la photo que tu vas faire de ton œuvre. C'est une œuvre éphémère, souvent dans les lieux en déshérence. Souvent des friches industrielles, c'est détruite, elles sont pas faites pour rester. Donc tu vas commettre un acte et ensuite il est pulsionnel, tu vas te faire plaisir sur l'instant. Les graffeurs et les taggeurs, c'est ça, hein. Ils se font plaisir sur l'instant. C'est ça. Ils travaillent pas forcément pour la postérité, même s'ils ont en eux une connaissance de l'histoire artistique des années 80. Et dans les années 80, le tag et le graphe est rentré dans les musées et a été pris en compte par la critique. Alors ça, évidemment, c'est une historicité d'une nouvelle réalité artistique qui a été mise en place. Et on retrouve évidemment les Kettering, Jean-Michel Basquiat et d'autres, on les retrouve dans des musées, évidemment. Mais là, c'est institutionnalisé par une ultra-oligarchie, une ultra-finance. Et ça devient un jeu financier, ça devient un jeu spéculatif. C'est ça. Alors, évidemment, sans ce jeu spéculatif, on ne les connaîtrait pas. On ne connaîtrait pas leur démarche, parce qu'il a fallu publier. Il a fallu qu'il y ait des critiques pour porter leur démarche et pour conceptualiser une démarche qui, à l'origine, n'était pas conceptuelle au départ. Donc pour donner une espèce de rationalité mystique à certaines démarches qui, sans l'apport des critiques, n'auraient pas été visualisées par le grand public, évidemment. Donc tout ceci, c'est un jeu d'ambivalence, évidemment. C'est un jeu de dupe et en même temps un jeu d'ambivalence. Et moi, par rapport à ça, je prends un recul. Évidemment. Mais toi, qu'est-ce qui est... Parce que moi, mon rêve, c'était pas de m'enrichir ou devenir Pinault Dell'Art ou je sais pas quoi.
Mais il n'y aurait pas moyen de faire des solutions pour des vrais artistes comme vous, là, Mais écoutez, puissent vivre gentiment, sans qu'on te dise, vas-y, produis-moi ça comme tu produis des salades. Parce qu'une œuvre d'art, c'est pas des salades ou des sabots d'un artisan. Tu comprends? Parce que tu le dis toi-même, ça vient de c'est pulsionnel. Oui, mais ça veut dire que pas une des fois, pendant un mois, tu vas pas produire. Oui, je suis déjà resté dans des périodes où j'ai rien fait. Voilà, oui, mais si tu avais un galeriste, si un galeriste qui va te dire, hey, mon petit gars, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, à un moment, tu as l'impression de vendre ton âme au diable. Mais il faut savoir que les galeristes, donc en fait, ils ont des clients, c'est un réseau. Et souvent, les galeristes, ils veulent un certain type de... Parce qu'ils ont des poulains, en France notamment. Voilà, c'est ça, des poulains. Les galeristes, ils ont des poulains. C'est une écurie, t'as raison. Non, mais il faut savoir que... J'avais une chemise, j'ai été à un vernissage. Non, t'as raison, parce que j'ai été à un vernissage, j'avais une chemise en jean avec des chevaux dans mon dos. Et il y avait marqué les poulains. non, mais je connais bien. Il y a 20 ans, j'ai fait ça. Mais je vais te dire une chose, en général, donc une galerie sur Paris, hein, je parle pas des galeries sur New York ou Los Angeles ou en Floride, mais sur les galeries sur Paris, elles vivent à partir d'une structure de base, c'est-à-dire qu'ils ont dans leur fond des gens entre guillemets qui ont une certaine cote. Et à partir de ça, ils vont donner leur chance à des jeunes qui n'ont pas forcément de cote. Donc ils vont essayer de les mettre en valeur sur des marchés ou sur des ventes. Le second marché, ils appellent ça des fois. Mais en fait, les galeries qui tiennent vraiment la route, entre guillemets, qui tiennent sur le plan, qui peuvent payer leurs dettes et leurs murs, leur électricité. C'est ça, leur crédit, voilà. Elles ont un fonds constitué d'artistes qui ont déjà une cote. Mais à partir de ça, ils vont donner leur chance éventuellement à 2 ou 3 autres artistes qui n'ont pas de cote. Mais ça, c'est en fonction du feeling. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui donnent leur chance à des jeunes galeristes, à des jeunes artistes, mais en même temps, ils vivent à partir d'artistes connus, qui ont, entre guillemets, une cote. Alors, je ne vais pas les citer, mais j'en connais plein. Mais tu as des tableaux chez toi aussi, toi. T'as des toiles. Oui, par-ci, par-là, éparpillés. Donc voilà, donc là, c'est pour les stocker, après, c'est ça. Oui, il est pas mal celui-là. Hein. Donc voilà, donc là, c'est une sorte de portrait animalier, donc... Ça, c'est là une toile comme ça, moi ça me dit. Voilà, donc, mais moi, en fait, j'ai une vision. L'échelle, pour moi, c'est pas un problème, l'échelle. L'échelle et la chromatique, si tu le fais sur une toile, tu vas plus le peindre au stylo, tu vas le faire. Non, ça sera pas sur. Non, mais le stylo. Sur une toile, si tu devais faire ça sur une toile, tu le fais à quoi ? Mais le stylo, non, mais sur une toile, déjà, c'est une toile de lin ou de coton. Donc, du coup, une toile. Fais à l'acrylique. Genre une affiche lacérée ou recomposer, des choses comme ça. Donc, non, mais ça, tu le referais sur quoi ? Avec quel. Ah, mais ça, c'est autre chose. Alors, peut-être marqueur, feutre, marqueur. Ah, voilà, Posca, là, les Posca, on appelle ça. Les Posca, tu connais Posca ? Oui, des feutres spéciaux pour le graphisme. Ah, voilà, c'est ça. Mais en même temps, il faut donner une granulosité. C'est-à-dire que le feutre, c'est un premier jet, mais en même temps, il faut donner une consistance chromatique. C'est-à-dire que faut construire quelque chose de fort en termes de chromatique. C'est ça. Il faut faire une recherche chromatique, mais garder la dynamique. C'est-à-dire que, par exemple, toutes ces petites enchevêtrements de petites cases. C'est ça. Tu vois les hyper réalistes, souvent, aux États-Unis, tu vois, tu avais une école hyper réaliste. Ouais. Quand tu fais un point focal sur leur travail, en fait, ce sont des petites cases de couleurs. Quand tu prends un recul, tu vois le portrait ou le dessin révélé. Mais quand tu regardes, quand tu t'approches, tu vois quasiment plus rien. Tu vois que des trames, une sorte de pixels, tu vois. Donc il y en a plein qui ont travaillé sur le concept pixel, donc agrandissement et réduction. Donc voilà, ouais. Donc là les gens, j'ai parlé de choses. Bon, bah, c'est bien. Donc en fait, j'ai pas raconté n'importe quoi. Donc là, voilà, bah ouais, là on voit. Donc là, oui, voilà. Donc oui, toujours en étant l'hybridation spatiale, on va dire. C'est ça. Donc là, on est un petit peu dans les aliens. Non, mais après le goût et les couleurs, là, chacun. Non, moi c'est un univers assez particulier. Il y en a. Oh, là, ça c'est le Diablo, voilà, ça. Donc oui, là c'est un petit peu hybridé. C'est le Diablo, ça. C'est une hybridation. C'est une hybridation homme-animal. Pourquoi pas, hein. Ah ben, on est pas mal. Pourquoi pas, il paraît qu'on est pas mal régi par tout ça, écoute, sur la planète. C'est une réalité. Sur la planète Terre, ouais, c'est une réalité. C'est une planète ambivalente, donc attention ça. Là. Bon, là, je l'ai pas montré celui-là. Bon, moi, je montre en vrac. Hein. Ouais, j'ai déjà donné celui-là. Ouais. Moi, je suis un petit. En fait, je montre exactement de la manière. Donc, je commets l'acte graphique. Donc, c'est le chaos total, tu vois. Ah non, t'inquiète pas. Donc voilà. Donc, bon, j'espère que c'est sorti. Bon, ça donne une idée aux gens, parce que j'avais parlé de peinture. Non, bah c'est bien. Je voulais quand même dire que c'est pas n'importe quoi. Ah non, bah donc, moi... voilà, quoi.
Moi, tu serais venu 20 ans en arrière dans ma galerie d'art. Là, c'est une hybridation aussi, tu vois. 20 ans en arrière dans ma galerie d'art, je t'aurais acheté des tableaux. Ton concept de galerie d'art me convient tout à fait. C'est le concept squat. J'ai bien vu que... T'as vu quand tu l'as regardé, le temps il passe vite, non? T'as vu 45 minutes? Oui, non, mais... ça prend, t'as vu quand même, c'est avec le cœur. C'est pas connu dans les années quand t'étais en... Oui, non, mais... Et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi ça a été interdit, d'ailleurs. Ah, bah ça, c'est... Bon, je vais pas rentrer dans les... là, moi, je sais... J'ai pas trop compris. Ah bah, moi non plus. Parce que tu payais une... Non, oui, non, mais... Enfin, tu devais payer un salaire, enfin, je veux dire... Non, je payais le loyer. C'est l'histoire d'un propriétaire. Qui a voulu récupérer non, soi-disant, mais elle avait 80 ans, elle a été... Ah oui, d'accord. Elle a été torpillée. C'est ça? Ouais, elle a été torpillée pour... Mais c'est là-haut que ça dérange. Oui, moi je dis, il y en a qui tiennent le haut du pavé, nous on tient le bas du fossé, mais même au bas du fossé, t'as pas le droit de le tenir. Oh là là, putain. Donc là c'est un petit peu... Donc là vraiment ça peut donner lieu, tu vois, à quelque chose de très grand format, tu vois. Par exemple, quand je mentalise le format, ça peut faire 2,50 m, 3 mètres. Et ça peut faire 5 mètres, tu vois. Mais là, on voit ton moi, cerveau. J'ai pas de problème. Ouais, mais t'as un cerveau dérangé, non? Non, pas dérangé. Non, mais parce que quand tu parles là, moi je t'écoute là, je te réécoute là quand tu me parles là. Mais tu dis pas des dérangé, trucs. Non, je suis expérimental. Non, t'as un cerveau, j'ai un minimum de concept. Non, mais t'es un zèbre, toi, t'as un cerveau au-dessus de la moyenne. T'as un cerveau au-dessus de la moyenne. Non, la moyenne, alors je me méfie de la moyenne. Mais non, mais c'est quoi la moyenne, on se demande. Mais enfin, quand même, mais moi, je sais. On va dire, mais moi, je te dessine un arbre et encore mon arbre, on sait pas si c'est une sucette. Mon arbre, c'est une sucette. Mais là, ça, il faut quand même, il faut toucher sa bille. Mais écoute, donc j'étais en contact avec pas mal de peintres connus, plus ou moins, quoi. Et ça fait combien d'années que tu fais ça alors du Bah là, des fois, j'ai des périodes où j'ai arrêté. Après, j'ai recommencé. Là, je recommence les stylos B. Et je connais d'autres mecs qui font de la peinture. Vraiment peinture, et qui me disent, ah oui, il faut que tu reprennes, ouais, moi, il faut que tu reprennes les pinceaux, tout ça. Moi, je lui dis, je le sens pas encore, j'ai pas encore, même, tu vois, je le sens pas encore, il faut vraiment que j'ai, en termes de pulsionalité, j'invente des mots, parce qu'il faut inventer des mots. Non, mais il faut que tu sois content de toi aussi. Oui, non, mais les peintres que j'avais, il faut qu'ils aient envie de le faire. Sinon, il y en a beaucoup, tu sais, ils font un truc, après, ils le balancent, ils le jettent. Non, je suis assez content de ce que je fais, mais le problème, c'est que c'est redondant, mais c'est pas un problème pour moi. C'est pas un problème pour moi de se répéter, de décliner des choses, non, c'est pas un problème. Mais par contre, je sais que, bon, j'ai d'autres, alors évidemment, là, c'est une démarche purement graphique au stylo B. J'ai des démarches picturales, évidemment. Donc là, je vais essayer de ranger ça. Voilà, ouais. Parce que là, bon, et ben donc c'est bon alors. Oui, attends. Oui, bon, voilà. Quoi, voilà, donc, ça c'est la vidéo sur ton Je m'étais engagé à montrer un petit peu parce que j'avais parlé du Factory, Andy Warhol, des nostalgiques de concepts et d'éléments de gens de chair et de sang, on va dire, que j'ai pas connus. Voilà. Enfin, ce système-là d'expérimental autour du Factory, mais il y a d'autres. C'est un concept. Je ne l'ai pas vraiment connu. Mais je l'ai vécu quand même sans le connaître, c'est intéressant ça. Tu n'as pas peur de dire ton âge, t'es né en quelle année toi? De quoi dans les années 60. Non, 70, entre 60 et 70. Ah ouais. Non, moi je suis de la génération des années 80. Par rapport à Jean-Michel Basquiat, il y a un différentiel d'une dizaine d'années. Voilà, ouais. Moi mes peintres, ils étaient nés dans les années 70, moi. Mais 70. Oui, non, mais 60. Mais oui, mais c'est ça. Mais Jean-Michel Basquiat, tu vois, c'est dommage parce qu'en fait. Vous avez des galeristes, notamment son galeriste, un de ses galeristes c'était Bischofberger. Ah ouais. Bon, ça existe encore cette galerie, Bischoff. Oui, non mais je ne sais pas si la personne, donc il avait tout fait pour le sortir parce qu'il avait des problèmes d'addiction à des drogues, à certaines drogues. Ils avaient tout fait pour le sortir de ça, mais ils n'ont pas réussi à le sortir de ça. Il est retombé. Ils l'ont fait crever quand même un peu. Non, ils ont essayé de le sauver, mais le problème c'est que... ils ont... un peintre mort, ça leur rapporte... Non, je dirais pas lui. Non, ils ont vraiment essayé de le sauver, parce qu'il avait 27 ans, en pleine force créatrice. Bon bah ça c'est comme... non, mais ça c'est des images d'Épinal. Il y a beaucoup de chanteurs qui sont morts. Moi personnellement, je pense qu'il avait des mauvaises fréquentations qui n'ont pas forcément, qui ne sont pas forcément en lien avec l'art et avec le milieu des galeries. C'est des gens qui lui fournissaient des substances, mais qui n'ont rien à voir avec qui avaient, comme je te disais, infiltration là. Ça se vend bien, les mouvements sociaux sont infiltrés par des gens qui volent, qui détournent, qui trafiquent, qui machin truc. Donc ce sont pas ce sont des neutralisateurs de démarches révolutionnaires, quoi. C'est des gens, des traîtres, quoi, en fait. Et là, dans ce milieu-là, il a été entouré de gens qui n'avaient aucun rapport avec le milieu artistique.
et qui lui vendait des substances et il n'a pas su disons, il n'a pas su prendre du recul par rapport à ça. Voilà, il n'a pas su parce que les gens autour de lui ont essayé de l'avertir. Non, non, mais je le sais, ça, j'ai lu des choses. Hein. Ah ouais. Non, non, mais il ne faut pas trop... notamment Bischofberger et tout ça, ils ont essayé, ils l'ont mis en centre de désintoxication, tout ça, mais ça n'a pas suffi. Est-ce que tu connais la galerie Jérôme de Noirmont? Non. Parce qu'il a fait une expo aussi là-bas. Non, je connais pas, non. Non, mais... c'est souvent des bourges qui font ça, l'art, les galeries d'art, avenue Matignon. Après, il y a une spéculation. C'est un marché, et ces gens-là n'y connaissent pas. Il y a le marché de la drogue, il y a le marché des armes, il y a le marché de l'art. Évidemment, de toute manière, l'ultralibéralisme spécule sur n'importe quoi, sur des substances, sur des métaux précieux, il y a le luxe sur le pétrole, sur n'importe quoi. Pour un ultralibéral, spéculer sur un artiste mort ou vivant, spéculer sur un tanker pétrolier qui se balade un peu en mer Rouge, qui va être, tu vois, ça n'a aucune, pour lui, ça ne change rien. C'est de la spéculation, c'est de l'argent. C'est de l'argent en acte, on va dire, c'est de l'argent, voilà, donc ces gens-là, ils n'ont pas vraiment il n'y a rien peut les arrêter, mais ça, voilà. C'est autre chose encore. Moi, je parle pas de... mais par contre, un galeriste, il a quand même, parce que les galeristes qui ont vraiment... réussi entre guillemets à creuser ils ont construit un réseau avec des critiques et il y en a quelques-uns qui ont vraiment une vraie stature, mais ils sont minoritaires, attention. Les galeristes qui ont une vraie stature, ils sont minoritaires. Ils sont minoritaires. Des galeristes intègres. Ils sont minoritaires, moi je peux citer quelques-uns, mais ils sont vraiment... C'est quoi les noms? Par exemple Adrien Magde. Ah oui. Ouais. Bon, évidemment c'est du commerce aussi, mais il y en a qui sont... Tous les gens qui ont était rue du Bac. Voilà, autour de la fondation MAG dans le sud de la France. Donc tous ceux qui ont gravité autour des mouvements dadaïstes et surréalistes étaient intègres. Même André Breton, critique intègre, évidemment. C'est pas un commercial. C'est la résistance beaucoup. On dit aussi qu'il y a l'art, c'est de la résistance. Après, évidemment, il y a de la résistance dans l'art. Il y a de la résistance dans l'art, évidemment. C'est un acte de résistance. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens font la queue devant le musée. On dirait que les gens, quand ils vont dans un musée, ils vont voir des tâches, on dirait qu'ils vont chercher quelque chose. Oui, mais ça c'est du conditionnement, c'est autre chose. Eh ben oui, mais... c'est institutionnalisé. C'est l'art institutionnalisé, à la rigueur, ça peut m'intéresser, mais je peux détacher de l'institutionnalisation. Je détache l'œuvre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le parcours avant institutionnalisation. C'est ça. Avant que la personne ait été pris en main par des réseaux mafieux et ultra-libéraux et ultra-spéculatifs. Marchand. Bon, là, ça ne me concerne plus. Marchand d'art. Ça ne me concerne plus. Et en même temps, si moi, je connais ces artistes qui ont été créateurs au départ, en toute légitimité, si on les connaît, c'est qu'ils ont été à un moment donné intégrés à un réseau spéculatif. C'est malheureux à dire. Donc c'est là l'ambivalence. Elle est là l'ambivalence de l'artiste. Je parlais de Rita Mitsuko, là. Comment elle s'appelle? Catherine Ringer. Oui, Catherine Ringer, elle est là. Elle est un peu dans l'ambivalence aussi. On l'a bien senti. Cette ambivalence de l'artiste qui est à la fois révolutionnaire et à la fois institutionnelle. Bon. Donc elle a essayé de jouer un peu. Peut-on jouer sur les deux tableaux? Tu sais comment elle a commencé sa carrière? C'est la question. Oui, je connais très bien son... Non, on va pas... Son background. Non, mais merci, je connais bien. Moi, je vais pas en parler. Non, on n'est pas là pour ça. On se connaît, on s'est compris. Mais bon... Donc, voilà, donc oui, donc voilà quoi. Bon, ben François, on va parler maintenant, on va faire une autre vidéo. Oui. Attends, on va finir. C'est quoi sur voilà, 29, donc les gens, pour finir... Ça fait 29 minutes là. Voilà. Vas-y. Donc voilà, pour finir, j'avais parlé de peinture, de saut, de concept d'art expérimental. Voilà, j'ai pas parlé dans le vide. Hein, ça correspond à du vécu. Parce que moi, en général, quand je parle, plus ou moins, c'est du vécu. Voilà, c'est du vécu. Parce que les gens, ils croient pas sinon. Non, mais c'est pas une question de croire ou pas croire, mais disons que moi, j'ai voulu concrètement montrer un peu de quoi il s'agit. Moi, je disais à des gens, par exemple, j'ai une galerie d'art, quand je faisais le taxi, les gens me disent, moi, j'ai inventé l'eau chaude. Oui, non, mais évidemment. Taxi, qu'est-ce que tu fais là? Je lui dis, oui, mais moi, ma galerie, on vend rien, il n'y a que moi qui achète, je leur disais. Ils ne me croyaient pas. Écoute, les galeries dans les années autour d'André Breton, elles étaient un peu comme la tienne. Hein. C'était un peu expérimental, c'était un peu comme ça. C'était bien, après, ça a été... Je regrette rien, moi. Non, mais moi, c'est l'époque tu étais dans le dadaïsme, mais
on va dire une nouvelle réalité dadaïste. Bon, attends, je vais essayer de faire un truc pour finir de bons chiffres qui vont te porter bonheur. Attention, merci à tout, bientôt.